Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver pour une vidéo qui n'était pas vraiment prévue, où je vais vous parler d'une de mes dernières lectures. En fait, j'ai terminé ce livre il y a bien 3 semaines et depuis j'essaye désespérément d'écrire une chronique pour le blog à son sujet, en vain. J'en suis venue à faire un vrai blocage là-dessus et j'ai fini par me dire que ce serait peut-être plus simple pour moi d'en parler en vidéo de façon un peu plus spontanée, d'autant plus que j'ai atrocement envie de filmer ces derniers temps mais que mon dernier épisode du compte à l'écran n'est pas tout à fait terminé. Alors c'est parti. Le roman qui me donne du fil à retordre n'est autre que Le Livre des Trois, premier tome des Chroniques de Prydain par Lloyd Alexander. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à partir de ce bouquin-là que Disney a adapté Taram et le Chaudron Magique. Je serais bien incapable de vous retrouver la source pour vous dire si l'information était correcte ou non, mais cet été, pendant une nuit d'insomnie, je suis tombée sur un article qui disait que Disney avait récupéré les droits sur la saga et que donc on pouvait attendre une nouvelle adaptation. Ni une ni deux, j'ai voulu connaître la teneur du texte parce que Taram et le Chaudron Magique a exercé une certaine fascination sur moi quand j'étais petite. Allez savoir pourquoi. Bon alors c'est un peu compliqué pour se le procurer parce que sur 5 tomes seulement 2 sont traduits en français et ils ne sont plus édités, du coup le marché de l'occasion s'envole un peu. Mais je suis contente, j'ai réussi à avoir mon tome 1 dans lequel je me suis plongée avec avidité et rien. Il ne s'est rien passé. C'est vraiment rare parce qu'en général, soit j'adore un livre, soit je le déteste et je tombe rarement sur des textes qui me laissent de marbre comme ça. Je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à en parler aussi. Le Livre des Trois, c'est donc l'histoire de Taran et pas Taram, qui comme dans le dessin animé est tête porchée et a donc pour travail de garder un cochon divinateur qui évidemment va s'échapper, sinon c'est pas drôle et c'est ce qui va lancer l'aventure. Le royaume de Prydain est sur le point de basculer entre les mains du Seigneur des Ténèbres et notre héros, qui court derrière son cochon, se voit confier la mission de porter un message, de prévenir les chevaliers de Kerdatil que les troupes sanguinaires sont en route et vont marcher sur le pays. En chemin, il va lui arriver quelques bricoles et il va surtout rencontrer ceux qui deviendront ses alliés par la suite. Ceci étant posé, il ne se passe pas énormément de choses dans ce premier tome. J'ai trouvé le personnage principal Taran absolument pas attachant, genre limite insupportable par moment, mais je pense que ce qui a vraiment manqué à ma lecture, c'est un vrai méchant qui a du corps. Dans le dessin animé, l'antagoniste c'est directement le Seigneur des Ténèbres. Dans le livre, c'est pas vraiment la même chose. En fait, le Seigneur des Ténèbres reste bien au chaud dans son royaume et il envoie son champion qui est en fait un seigneur local rallié à sa cause. C'est déjà un peu moins badass. Mais ce qui m'a gêné, c'est que rien ne montre concrètement qu'il est méchant, si ce n'est le fait que les autres personnages le disent et qu'il ait une dégaine de méchant, c'est-à-dire qu'il porte une coiffe en forme de crâne, donc il est forcément méchant. Quand on crée un antagoniste dans une histoire, il y a deux écoles pour qu'il soit impactant sur le lecteur. Soit on ne le montre jamais et à ce moment-là on crée une espèce de fantasme autour de lui à travers le récit des autres personnages, ce qui peut créer un effet angoissant décuplé. Soit on prend le parti de le faire intervenir directement, mais à ce moment-là on montre à quel point il est mauvais, méchant et comment il menace la vie des héros. Notre méchant ici se trouve dans une espèce d'entre-deux un peu fade. On nous dit qu'il est diabolique, etc. Sauf que le peu de fois où on le voit, ben, il a pas l'air si terrible que ça, en tout cas pas plus qu'un autre, et ses sous-fifres ont l'air limite plus menaçants que lui. À aucun moment il ne menace directement Taran, si ce n'est à la fin, et encore il a fallu que l'autre se jette directement entre ses pattes. On ne connaît rien de ses plans machiavéliques ou alors juste assez pour que ce soit pas vraiment impressionnant. Ajoutez à ces éléments quelques facilités scénaristiques et vous obtiendrez ce livre-là. Pour ne citer qu'un exemple, j'ai envie de parler de la manière dont il retrouve le cochon. Dans le dessin animé, il tombe sur Tirelire par hasard en atterrissant dans une grotte souterraine qui se trouve sous un lac. C'est facile, mais bon, c'est Disney donc ça pose pas tant de problème que ça, surtout quand on a 6 ans et demi et qu'on regarde le dessin animé. Sauf que dans le livre, bah c'est la même chose. Sur tout le royaume de Prydain, il trouve le moyen d'aller se perdre dans la même grotte que le cochon. C'est quand même dingue. Après on peut se dire que c'est un cochon divinateur, du coup elle savait où aller pour qu'il puisse la retrouver. Mais bon, c'est absolument pas suggéré dans le livre et c'est vraiment une hypothèse personnelle pour
satisfaire mon esprit parce que vraiment je trouve ça trop facile comme résolution. À côté de ça, on trouve quand même quelques bons éléments dans ce livre, notamment le personnage d'Elon Wee, qui est une espèce de féministe avant l'heure. Je vous avais parlé des problématiques que soulevaient les personnages féminins dans les livres de fantasy, je crois que c'était dans la vidéo sur Nathalie Belso et son livre Les Véritables. Et bien Elon Wee, elle est en plein dedans. Ce que j'aime bien dans ce personnage-là, c'est que ce n'est pas son existence en tant que personnage qui questionne un petit peu les problèmes de la féminité dans ce monde viril chevaleresque, mais c'est elle-même qui a conscience de tous ces problèmes-là et qui en joue. C'est-à-dire que c'est une princesse qui s'échappe de chez elle, qui porte l'épée, qui se laisse pas faire par les hommes, et ça donne un personnage avec beaucoup de répartie, qui a souvent raison, qui est très attachante. Et je pense que concrètement j'aurais préféré le livre, je l'aurais certainement plus aimé si elle avait été le personnage principal. Parce qu'elle est beaucoup plus intéressante que Taram qui est juste hyper chiant. Et puis il y a aussi le personnage de Fludur. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est celui qui devient ritournelle dans le dessin animé. Et lui, il est très intéressant comme personnage parce que c'est un roi qui décide qu'il en a marre de régner et qui veut vivre sa passion et devenir barde et errer sur les routes. Et je trouve ça génial. C'est un personnage très drôle qui emmène avec lui toute cette thématique liée aux responsabilités, au fait de faire face à nos responsabilités. Et il pose la question, est-ce qu'il vaut mieux faire face à nos responsabilités et à nos devoirs, ou alors vivre notre vie telle qu'on la voudrait en suivant nos rêves et nos passions. C'est une très jolie thématique qui est très bien soulevée par ce personnage tout en légèreté et en même temps avec beaucoup d'intelligence. Ce texte propose aussi une réflexion intéressante sur l'image des héros et toutes les constructions fantasmées qu'on se fait autour de ça. Le précepteur de Taran lui lit le fameux livre des Trois qui relate tous les exploits des héros de Prydain, et Taran les admire beaucoup et se construit un fantasme autour d'eux, sauf que quand il se voit confronté dans la vie réelle, en chair et en os, à un de ses héros, il est totalement déçu parce que le héros en question, Gwydion, ne correspond pas à l'image qu'il en avait. Et du coup, tout son voyage initiatique va consister à se reconstruire une définition de l'héroïsme, et c'est très intéressant comme réflexion. On nous parle aussi de respect de la nature, de rédemption. C'est vraiment des thématiques qui me parlent, mais je sais pas pourquoi ça a pas pris. En revanche, je trouve que c'est un bon roman jeunesse. J'ai pas l'habitude de me fier aux âges qu'ils donnent directement sur les couvertures des livres parce que je trouve que c'est subjectif et je suis rarement d'accord avec leur tranche d'âge. Par contre là sur mon édition ils indiquent à partir de 9-10 ans et je pense que pour le coup on peut s'y fier. Moi je l'ai lu un peu comme un Seigneur des Anneaux pour enfants. C'est un peu le même genre d'histoire mais en plus simple avec moins de choses complexes. Autant au niveau de l'histoire qu'au niveau de la façon de la raconter. Alors je sais pas vous mais moi quand j'ai lu le Seigneur des Anneaux pour la première fois je vais avoir 10-11 ans et je vous avoue que le premier gros pavé sur les hobbits et la comté, j'ai vraiment eu du mal à en venir à bout et j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'histoire quand j'étais enfant à cause de ça. Ici c'est pas du tout le cas, c'est vraiment fluide, il y a rien de complexe. Les mots sont simples, les phrases sont simples et tout se passe très vite. Du coup c'est peut-être plus adapté aux enfants je pense. Donc si vous avez des enfants ou si vous êtes vous-même un enfant, c'est possible, et que vous aimez ces univers un petit peu chevaleresques, fantasy, mais que vous trouvez que le Seigneur des Anneaux c'est un peu trop lourd à lire pour vous, je pense que ce livre-là est plutôt pas mal. Et vu que c'est destiné à un lectorat quand même jeune, je pense que ça explique aussi le fait que Disney ait voulu l'adapter en dessin animé. Du coup voilà, maintenant je me pose la question à savoir est-ce que je continue la saga, est-ce que je lis les 4 autres tomes. En fait d'un côté je me dis que dans les autres tomes, toutes les thématiques intéressantes qui ont été soulevées dans le premier vont peut-être se développer par la suite et ça va devenir vraiment bien, mais j'ai peur que ce soit pas le cas et comme les ouvrages sont un peu difficiles à trouver, ben j'ai pas forcément le courage et la foi de m'y mettre vu que celui-là m'a pas forcément très enchantée. Voilà. Donc si jamais certains d'entre vous ont lu la saga en entier, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que si vraiment ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout, moi je veux bien, dites-le moi. Du coup voilà, je pourrais pas vous le déconseiller en vous disant qu'il est mauvais parce que c'est pas le cas, mais je pourrais pas vous le conseiller en disant qu'il est génial, trop bien, parce que c'est pas le cas non plus. Et que du coup, comme il est un peu entre deux, il laisse
un souvenir périssable et c'est dommage. Mais en fait ça m'embête de pas vous dire il est bien ou il est pas bien, mais d'un autre côté ça me gêne aussi de lire un livre avec des choses intéressantes à l'intérieur et de ne pas en parler du tout. Donc je suis contente d'avoir dépassé mon blocage écrit et d'avoir pu vous en parler en vidéo. Je vais pouvoir passer à autre chose et chroniquer mes prochaines lectures et ça c'est fort bien. Voilà, je tenais à vous dire un énorme merci pour l'accueil que vous avez réservé à Magic Mirror. Je m'attendais pas du tout à des réactions aussi enthousiastes et autant de soutien, autant de gentillesse. Vous êtes vraiment géniaux. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée de pas poster beaucoup de vidéos ces derniers temps, mais voilà, Magic Mirror m'a pris beaucoup de temps, d'énergie, je me suis beaucoup investie là-dedans et je continue de le faire, donc ça me prend du temps. Et j'avais un autre projet en cours qui me prenait également énormément de temps. À l'heure où cette vidéo sera postée, je pense que j'aurai enfin terminé et je pourrai bientôt vous en parler et vous montrer l'objet fini et ce que ça va être et ce que ça va devenir. Et j'ai très hâte de vous en parler et pour l'instant j'attends d'avoir vraiment fini la chose, mais voilà, sachez que ça me prenait beaucoup de temps. Mais maintenant, maintenant que c'est fini et que Magic Mirror est lancé, donc ça va commencer à rouler un petit peu tout seul, je vais revenir à des vidéos plus régulières parce que ça me manque aussi et que j'adore faire ça et que j'ai encore plein de choses à vous dire. Donc voilà, en fait le fameux épisode bonus dont je vous rabats les oreilles depuis maintenant quelques mois va bientôt sortir. Je travaille dessus depuis longtemps. En fait, dites-vous qu'un épisode classique du conte à l'écran, je mets environ 1 à 2 semaines pour l'écrire. Après, je parle pas de la phase de recherche et de la phase de tournage-montage. Juste l'écriture, je mets à peu près 2 semaines. Là, ça fait 3 mois que je travaille dessus. Alors c'est pas que j'ai arrêté ou que j'ai délaissé la chaîne ou quoi que ce soit, c'est que je travaille dessus un petit peu presque tous les jours. Sauf que je l'écris phrase par phrase, donc ça me prend beaucoup plus de temps. Il aura été très long à écrire, voilà. Mais il va bientôt sortir, je vois la fin, ça y est, je vais pouvoir vous le tourner et vous le poster et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses lectures, de belles découvertes et je vous dis à très bientôt.